Bonsoir à tous qui êtes tous éparpillés partout. C'est une capacité que nous donne la technologie qui est très, très utile et dans ces temps perturbés. Alors, nous allons évidemment ramener la question, la grande thématique de cette soirée à deux points tout à fait essentiels, à un point tout à fait essentiel, l'équilibre entre deux contraintes, la défense des libertés et celle de la sécurité. Comment pouvons-nous faire? Pour parler de ce sujet tout à fait contemporain et même d'un intérêt immédiat, nous entendrons d'abord Bertrand Warusfel, qui est professeur à l'Université Paris 8, professeur de droit, avocat, grand spécialiste des aspects juridiques de la politique de renseignement et qui a publié de nombreux travaux sur le secret et sur le renseignement. Le deuxième intervenant sera Didier Bigot, qui est lui aussi un enseignant. Il enseigne la sociologie politique internationale à Sciences Po Paris. Il est professeur au département de la guerre du King's College à Londres et il dirige un programme de recherche sur les modes de contrôle des services secrets dans la démocratie. On est en plein dans notre sujet. Le troisième intervenant sera toujours un excellent spécialiste du renseignement et un enseignant, Olivier Chopin, qui est ancien professeur à Sciences Po, chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales et auteur récent avec Benjamin Houdet d'un très bon livre chez Armand Collin qui s'est titré « Renseignement et sécurité ». Voilà. Alors, et moi, je me présente, je suis Jean Guinel, je suis journaliste indépendant, collaborateur régulier du magazine Le Point et auteur de différents ouvrages sur ces mêmes thématiques. Alors, je vais d'abord passer la parole à Bertrand Warusfel, qui va évoquer durant une dizaine de minutes une loi encore récente, qui est la loi sur le renseignement de 2015. Il a participé à sa rédaction, aux travaux qui l'ont précédé, et donc nous l'entendrons maintenant parler de cette loi, de sa genèse et des intentions des gens qui l'ont voulu, c'est-à-dire l'exécutif, les parlementaires et les services. C'est à vous, Bertrand. Merci Jean, bonsoir à tous. Alors, effectivement, vous venez d'évoquer 2015. 2015, c'est une date très importante, j'allais dire, pour l'évolution du système de renseignement en France, parce que ça vient parachever presque une décennie de réformes qui avait été commencée sous le quinquennat de M. Sarkozy, qui s'est poursuivi sous le quinquennat de M. Hollande, mais qui a commencé par des réformes d'organisation, de structure, notamment la nomination d'un coordonnateur national du renseignement à l'Élysée. Mais en 2015, effectivement, a été votée en juillet 2015, le 24 juillet, une loi qui crée un cadre juridique pour le renseignement. Et ça, c'est une date majeure parce que notre sujet, c'est renseignement et démocratie. Et en France, qui se veut une démocratie, qui se voudrait même parfois une démocratie exemplaire, eh bien, nous n'avions pas de loi sur le renseignement, ce qui veut dire que les activités de l'État pour assurer la sécurité et la défense de la nation dans différents domaines, eh bien, étaient organisées en dehors de tout cadre légal, en tout cas de tout cadre strict et contraignant, et sans autre contrôle qu'un éventuel contrôle, j'allais dire, administratif ou gouvernemental sur les services qui composaient ce qu'on appelle la communauté du renseignement. Et nous étions en fait pratiquement le dernier grand pays occidental à ne pas avoir reconnu officiellement que le renseignement était une politique publique et avoir créé le cadre pour la mise en œuvre de ces pratiques de renseignement qui, comme Jean Guinel vient déjà de le dire, sont par ailleurs très sensibles du point de vue des libertés publiques, puisque notamment se renseigner, c'est souvent faire intrusion, notamment dans la vie privée des personnes, la collecter des données qui sont des données personnelles, tout cela sont des choses qui, dans une démocratie, doivent être encadrées par la loi et contrôlées. Donc 2015, c'est une époque, c'est un moment très important. Alors,
quelles ont été les intentions de l'exécutif, du législatif, des services. C'est difficile de le dire. Je crois simplement que du côté des services de renseignement, il y avait la volonté, j'allais dire, de sortir du déni et de sortir un petit peu de la suspicion. Puisqu'en France, on entendait généralement parler des services de renseignement uniquement lorsqu'un bateau coulait en Nouvelle-Zélande, lorsque des micros étaient placés dans les murs du Canard enchaîné, ou lorsque, bref, une bavure éventuellement des services se produisait. Et donc, les fonctionnaires du renseignement étaient, je pense, très, très affectés par le fait d'être vus par les citoyens comme étant des barbouzes, comme étant des gens dangereux, malhonnêtes et en tout cas peu fréquentables. En ce qui concerne le gouvernement, c'est effectivement pour disposer, j'allais dire de manière plus caractérisée, de moyens, et notamment de moyens modernes et notamment de moyens techniques, même s'ils sont très intrusifs, que les différents gouvernements ont décidé de remonter, j'allais dire, le niveau des services de renseignement. Et bien évidemment, en 2015, nous sommes déjà dans une période de prise en compte et de riposte contre les menaces terroristes, et notamment les menaces terroristes d'origine islamiste. Et cela a sûrement compté pour décider finalement le gouvernement à adopter une loi sur le sujet. Quant au Parlement, il avait obtenu en 2007, j'allais dire, d'entrouvrir la porte sur ce domaine très réservé de l'exécutif, puisque depuis 2007, il existe une délégation parlementaire au renseignement, et finalement, adopter une loi qui définit les missions de renseignement et qui en même temps en organise le contrôle était vraisemblablement quelque chose qui devait permettre au Parlement d'avoir une vision plus complète sur ce que l'exécutif fait pour le compte de la sécurité nationale, en utilisant encore une fois des moyens spéciaux, des moyens dérogatoires et des moyens qui sont sensibles au regard des libertés publiques. Et finalement, tout le monde a recherché à travers cette loi, j'allais dire, un double objectif, un espèce de compromis entre, d'un côté, une légitimation politique et juridique, puisque désormais la loi dit que le renseignement est une politique publique, et de l'autre côté, en contrepartie, eh bien, la mise en place de contrôles relativement importants sur la mise en œuvre des techniques les plus intrusives, les plus sensibles au regard des libertés publiques. Et effectivement, et je voudrais peut-être insister sur ce point d'entrée de jeu, l'une des choses qui caractérise la loi de 2015, c'est que, j'allais dire, un triple mécanisme de contrôle a été mis en place pour encadrer la mise en œuvre de ces techniques de renseignement. Le premier niveau de contrôle, il faut bien le comprendre, c'est que c'est le Premier ministre et 2 de ses collaborateurs proches qui sont seuls habilités à autoriser les services de renseignement à utiliser ces fameuses techniques de collecte d'informations personnelles, d'atteinte à la vie privée, de surveillance, de pénétration dans des lieux privés, d'interception de communication, de collecte de données de connexion. C'est le Premier ministre, au niveau national, qui donne toutes les autorisations. Ce qui veut dire que les opérationnels du renseignement, que ce soit les gens de la DGSI, les gens de la DGSE, de la Direction du renseignement militaire ou d'autres services, ne peuvent pas décider eux seuls de mettre en œuvre ces techniques. Ils doivent, par la voie hiérarchique, remonter à travers leur ministre de tutelle jusqu'au Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui dit si oui ou non il autorise les services à utiliser ces moyens. C'est un premier élément qui peut bien évidemment empêcher que, comme ça s'est produit parfois dans des affaires qui ont parfois été retentissantes, eh bien des opérationnels prennent des initiatives autonomes, voire, j'allais dire, mènent leur petite guerre dans leur coin sans en référer à leur hiérarchie et au pouvoir politique et, par-delà, aux citoyens. Le deuxième contrôle qui a été mis en place, c'est le contrôle d'une autorité administrative indépendante, alors qui porte un nom assez barbare, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, mais qui regroupe 9 personnes, 4 magistrats, 2 de la Cour des comptes et 2 de la Cour de cassation, et 4 parlementaires, ainsi qu'un ingénieur spécialisé dans les questions de communication électronique, puisque la plupart de ces techniques de collecte de renseignements sont des techniques qui passent par le numérique. On parlera tout à l'heure, je pense, avec Didier,
Big Brother. Hein. Est-ce que les services de renseignement jouent à Big Brother? En tout cas, les services de renseignement mettent en œuvre des techniques de collecte numérique. Et donc, il me semble tout à fait logique, et peut-être même d'ailleurs insuffisant, que cette commission ait au moins un membre qui soit un spécialiste de ces questions de technologie numérique. Donc, cette commission indépendante voit passer toutes les demandes que font les services à destination du Premier ministre et rend un avis qui est certes consultatif, mais qui est dans la pratique suivi quasiment à 100% par le Premier ministre. C'est donc une deuxième, j'allais dire, garantie de contrôle. Et la troisième garantie de contrôle, qui est, j'allais dire pour les juristes, une petite révolution dans la révolution, une petite révolution dans la réforme, on va dire, c'est que pour la première fois, j'allais dire depuis que le renseignement existe, hein, c'est-à-dire de manière organisée, c'est-à-dire depuis 150 ans après à peu près, eh bien un juge, et pas n'importe quel juge, le juge du Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative française, est devenu compétent pour vérifier et éventuellement sanctionner la légalité de la mise en œuvre de ces techniques de renseignement. Jusqu'à présent, il y avait déjà eu des juges qui s'étaient essayés à ce jeu, mais le secret défense, qui est invoqué de manière systématique par tous les gouvernements pour couvrir les activités dont on comprend bien qu'elles sont sensibles des services de renseignement, empêchait les juges, quels qu'ils soient, judiciaires, administratifs, de pénétrer dans le monde du renseignement. Eh bien, pour la première fois, ce voile est en partie levé parce que la loi de 2015 a prévu, et ceci fonctionne d'ores et déjà, que la formation spécialisée du Conseil d'État, qui peut être saisie par n'importe quel citoyen pour vérifier si la loi renseignement est bien respectée, si les services de renseignement n'abusent pas des outils technologiques, notamment qui leur sont donnés pour mener leurs opérations, eh bien, cette formation spécialisée du Conseil d'État a accès aux documents classifiés, aux documents secret défense, et donc aucune administration, aucun service, aucune partie de l'État ne peut refuser aux juges administratifs et au Conseil d'État de venir voir ce qu'il y a à l'intérieur de leur dossier. Donc, il y a véritablement désormais un mécanisme de contrôle qui est organisé. Alors, bien évidemment, la question que l'on peut se poser, la question qu'on va se poser, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, puisque Jean Guinel posait la dialectique liberté-sécurité. Donc, où est le bon équilibre entre trop de sécurité qui risque de dégénérer en abus ou une interprétation trop large des libertés publiques qui rendrait les services inefficaces? Eh bien, est-ce que la loi de 2015 a fait un bon équilibre entre les pouvoirs, les compétences qu'elle a reconnues aux services et les mécanismes de contrôle et de compliance, comme on pourrait dire en bon français, pour que le citoyen ait confiance dans les services de l'État? Eh bien, c'est un sujet qui est très actuel parce qu'on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Le législateur de 2015 s'était donné 5 années, et donc c'est en 2020, et sans doute en réalité en 2021, qu'il va falloir réviser la loi. Et donc, nous sommes rentrés depuis quelque temps dans une période de réflexion, et donc le débat de ce soir va y contribuer. Faut-il renforcer, modifier la loi de 2015? En tout cas, le cadre est là, et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Didier Bigot, qui a publié l'année dernière dans la revue Études et conflits un article fort intéressant sur l'existence ou pas de Big Brother dans la société contemporaine. Donc, c'est à vous. Faut-il craindre Big Brother? Sommes-nous dans une société où la sécurité l'a emporté sur liberté? C'est à vous. Merci. Je pense immédiatement qu'il faut essayer de comprendre que la nouvelle de 1984 et l'idée du Big Brother, c'était dans un seul État-nation et c'était dans un régime autoritaire. Là, nous parlons d'une situation internationale et nous parlons aussi, bien évidemment, de multiples pays avec des régimes très différents. Pourquoi cette image, néanmoins, est apparue dans la presse à la suite des éléments rapportés par Snowden sur les activités de la NSA. On a eu tendance à dire que c'était une surveillance généralisée et donc unique, globale, qui venait d'un groupe
appelées les Five Eyes, c'est-à-dire la NSC, mais aussi GCHQ et d'autres organismes. Et immédiatement, on pourrait dire, on n'a peut-être pas une seule surveillance généralisée à l'échelle globale, c'est même à peu près certain, mais on peut avoir, et ça a été une forme ironique de le tourner, des Little Sisters, un peu partout. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a, et c'est ça qui est important pour ne pas rester dans le strict cadre national, de plus en plus des collaborations transnationales segmentées professionnellement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on regarde pourquoi il y a eu des scandales ces dernières années autour des activités des services secrets, ce n'étaient pas de petites affaires et je dirais des éléments qui pourraient se régler rapidement par des questions de police. Quand on pense aux activités les plus importantes, on peut penser bien sûr au premier de ces grands réseaux transnationaux, avec au cœur de ce réseau la CIA et l'ensemble des services qui l'ont aidé et qui ont été complices dans un certain nombre d'activités. Et donc, bien évidemment, on pense d'une part aux livraisons extraordinaires de suspects présumés terroristes qu'ils avaient pris lors des premiers éléments de Guantanamo et dont les procès différents ont montré que si certains l'étaient, c'était finalement une minorité et non pas loin d'être tous, c'était la majorité qui était dans des situations différentes. Et puis, ces livraisons extraordinaires, elles n'étaient pas faites au hasard, elles ont été faites pour que l'on puisse appliquer là aussi non pas des formes d'interrogation sévères, qui était la terminologie utilisée par ces organismes, mais des formes qui ont été reconnues par tous comme des formes de torture sur des individus, en évitant justement quoi? En évitant que tout ce qui pouvait être de l'ordre du contrôle national américain puisse s'appliquer dans tous ses effets. D'où la raison d'avoir Guantanamo, d'où les justifications de le faire à l'étranger, etc. Donc on voit immédiatement, et c'est un premier point qu'il faut avoir en tête, qu'on peut avoir des systèmes nationaux bien prévus, et pourtant ils risquent d'être mis en danger immédiatement lorsqu'on a des collaborations transnationales à ce niveau. Alors, on peut dire aussi que cette extraction d'informations faisant la torture a été plutôt bloquée, a été plutôt critiquée, mais tardivement, c'est-à-dire la justice intervient, mais elle intervient longtemps après. Et on a vu aussi que avec la transition avec Obama, par exemple, on a arrêté ce genre de pratiques, mais certains ont considéré qu'on les a arrêtés pour la CIA et ces pratiques, mais qu'on a favorisé dans le même temps d'autres pratiques, dont celle justement de la NSC et des autres organismes qui étaient autour. Effectivement, extraire de l'information d'un computer est moins dangereux pour l'individu que la torture. Néanmoins, si c'est une généralisation de l'ensemble de données personnelles qui sont prises dans les ordinateurs de ces personnes, dans les réseaux sociaux, à ce moment-là, bien évidemment, d'autres formes d'atteinte aux libertés publiques sont en jeu. Ce n'est pas simplement la vie privée, c'est aussi les utilisations qui sont faites pour des discriminations de groupes qui sont mis en série et qui peuvent être stigmatisés alors qu'ils étaient absolument hors du groupe qui était suspect initialement. Alors, on a vu cela, puisqu'on a certaines techniques de renseignement qui, en accumulant les degrés de suspicion à travers des chaînes informatiques, font que si on a un réseau de 100 personnes, on peut se retrouver très vite
puisque c'est une courbe exponentielle avec 100 000 ou 200 000 personnes qui pourraient être suspectées de faire partie, mais de ne pas être connectées directement avec ces personnes. Alors, c'est un cas difficile et dangereux et qui là aussi rappelle la difficulté qu'on a avec ces collaborations internationales lorsqu'on veut justement savoir un tout petit peu plus ce qui se passe. Alors, on a été renseigné, comme vous le savez tous, par Snowden. Il n'était pas le premier. On avait déjà eu des éléments d'information à d'autres époques, au moment des satellites avec Échelon, donc il y a 20 ans avant. Et on a l'impression, en général, qu'il y a des cycles comme cela. On a à chaque fois une forme de scandale, une délégitimation des actions des services et des tentatives de leur part de se relégitimer en changeant un tout petit peu les règles du jeu. Alors, on le voit d'ailleurs, et c'est peut-être, c'est pas au hasard, la loi de 2015 arrive 2 ans après ce qui s'est passé avec Edward Snowden. Peut-être que cette loi qui était là bien avant et qui dormait tranquillement dans un format un peu différent n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ce type de scandale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit que ces collaborations transnationales, elles sont obligatoires quasiment. En tout cas, c'est la justification nouvelle qui nous est donnée en disant les menaces elles-mêmes sont globales. Elles sont globales, elles sont transversales et elles sont sociétales. Donc, même le plus puissant des États est obligé de collaborer avec d'autres services. Alors, on nous parle souvent des Five Eyes, mais quand on fait une étude, on se rend compte que c'est plus compliqué. Il y en a 5 qui sont les grandes démocraties, on pourrait dire anglo-saxonnes, mais au fur et à mesure des recherches, on se rend compte que selon les sujets, ça peut être 5 eyes, ça peut être 8, ça peut être 9, ça peut être 13, ça peut être 28. Et par exemple, dans les affaires internationales de lutte contre le terrorisme, on collabore certes avec un certain nombre de régimes démocratiques, mais on franchit parfois assez aisément la collaboration avec des services qui ne sont pas aussi démocratiques que ça et dont les régimes sont eux-mêmes très autoritaires. Donc, ces collaborations, elles sont d'une certaine manière dites obligatoires et en même temps, c'est gênant puisqu'on nous dit que c'est de la sécurité nationale. D'où un problème contemporain qui est on acquiert de la documentation avec l'aide d'autres services, on est obligé de le reconnaître, et en même temps, le discours de la sécurité nationale est d'essayer de le minimiser au maximum, puisque sinon on serait dépendant de cela. Alors ça amène très souvent à quoi? Ça nous amène à des terminologies assez amusantes, qui sont celles de la coopétition, c'est-à-dire on fait de la compétition et de la collaboration, et on fait des relations de collaboration dites asymétriques. C'est-à-dire que certains ont les capacités d'organiser le régime de la collaboration et d'autres sont plus ou moins simplement des informateurs. Et donc, bien évidemment, ça crée des dissymétries très fortes en fonction de ces éléments. Alors, est-ce que c'est un seul groupe? Non. On peut, et c'est l'étude que nous avons fait, distinguer différents univers qui d'ailleurs sont des espaces transnationaux liés justement à ces capacités professionnelles. C'est souvent les gens collaborent mieux avec leurs alliés qui travaillent comme eux qu'avec les services nationaux à l'intérieur. Et du coup, ça crée des situations délicates. Ça crée des situations délicates à 3 niveaux au moins. C'est la question des liaisons dangereuses, bien évidemment. Jusqu'où on va? Quelles sont les limites qu'on se donne dans la collaboration avec des régimes étrangers? C'est la question des liens entre les politiciens et les services.
Qu'est-ce qui se passe si l'homme politique, le Premier ministre ou un président prend la parole et dit avoir le dernier mot et que des services, au lieu de se taire, comme ils le faisaient auparavant, font parler d'autres services pour dire pas exactement, pour remettre en cause la parole politique à un certain moment donné, en disant par exemple, oui, nos données objectives ne disaient pas exactement ce qui a été dit par la communication politique. Un dossier épicé, comme on dit les Anglais. Donc, il y a toujours des tensions qui sont de plus en plus fortes, et on le voit aussi avec l'épisode de Trump et des services secrets, dont on parlera peut-être un peu plus, qui sont problématiques. Et puis, la troisième question, qui est celle sur sécurité et liberté, et c'est aussi quelle est l'impunité lorsque les services ont été plus loin que ce qui est normalement acceptable en démocratie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement sécurité et liberté dont il faut parler, c'est sécurité dans un régime démocratique, dans son ensemble. Et on ne peut pas pousser la sécurité en permanence jusqu'à remettre en cause non pas quelques libertés individuelles ou, par exemple, les données publiques et les données personnelles qui sont mélangées, mais véritablement le régime lui-même. Et donc, on a effectivement des situations très délicates. Je pense qu'on y reviendra. Merci beaucoup, Didier Bigot. Vous avez introduit le sujet de la situation aux États-Unis, qui est le thème de l'intervention d'Olivier Chopin, qui va nous parler donc de cette affaire Snowden, de ce qu'elle a révélé des pratiques de la NSA, de la manière dont fonctionne la NSA dans le système américain, qui est évidemment le plus puissant de la planète. C'est à vous, Olivier. Merci beaucoup, Jean. Eh bien, écoutez, bonsoir à toutes et tous. Oui, alors en effet, la façon, si on poursuit les comparaisons que vient d'introduire Didier Bigot entre les différents pays, et en gardant en tête effectivement que ces pays sont en réseau, hein, les uns les autres, et notamment le bloc occidental, où il y a une sorte de réseau assez naturel des régimes qui se pensent libéraux à se mettre ensemble. Donc, dans le cadre de ce réseau, il y a beaucoup de mécanismes d'influence réciproque. Et bien sûr, ce qui s'est passé aux États-Unis à partir de l'été 2013 a été le point de départ d'un réenclenchement du débat sur liberté et sécurité aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Donc, on se souvient que en juin 2013, depuis une chambre d'hôtel à Hong Kong, Edward Snowden, accompagné d'un journaliste du Guardian US, Glenn Greenwald, commence à diffuser des révélations sortant de disques durs qu'il a pris avec lui en s'échappant de la base de Hawaï où il travaillait comme sous-traitant pour la National Security Agency, et qui montre des systèmes extensifs de surveillance généralisée à la fois dans le monde et dans le reste du monde et sur le territoire américain. Alors on peut pas entrer dans le détail de l'ensemble des programmes, mais enfin n'importe qui ferait une recherche sur Google ou Wikipédia verra l'ensemble des choses. On entend parler de programme PRISM, de programme XKeyscore, c'est-à-dire de tout un ensemble de dispositifs, soit de captation de données informatiques, soit de mise en base de données de ces informations, et puis de recherche, de moteurs de recherche importants. Bon, ce qui s'avère, c'est que grosso modo, les États-Unis ont des capacités de recueil d'informations techniques tous azimuts, quasiment sans limite sur certains secteurs informatiques ou sur certaines technologies, et qu'ils prennent en quelque sorte l'ensemble de ces informations sans aucune forme de restriction et sans aucune considération pour les libertés individuelles, ni des citoyens américains, ni des citoyens des autres pays du monde. Donc,
on a un effet de tonnerre, en quelque sorte, qui va amener le Congrès à devoir réagir, et la présidence de Barack Obama à l'automne 2013. Alors cette affaire est connue. Une fois qu'on va commencer à regarder les différents éléments, on va se rendre compte que eh bien, les États-Unis ne sont pas les seuls à le faire. L'Allemagne, Madame Merkel, qui était elle-même espionnée sur son téléphone personnel par la NSA, quelques semaines plus tard, on découvrira qu'elle-même mettait sur écoute des ministres français des Affaires étrangères. Bon, voilà, on découvrait que en fait, tout le monde participe un peu, comme l'expliquait Didier Bigot à l'instant, à ces différentes pratiques. Mais la NSA, c'est un service quand même qui est grosso modo plus puissant que tout autre service du même type. Il est au cœur de ces réseaux de Five Eyes, il travaille avec d'autres pays, mais c'est aussi une sorte de plateforme d'agences qui, au sein du gouvernement américain, enfin de différentes agences de renseignement américaines, va se spécialiser sur ces données informatiques et ces interceptions électroniques et les rediffuser à l'ensemble des autres services de renseignement, au premier rang desquels, bien sûr, se trouve la CIA américaine. Alors le scandale est important pour les citoyens du monde. Le scandale est important puisque grosso modo on se sait espionné par les Américains. Bon, d'un autre côté on le savait quand même un petit peu, et les experts, ceux qui avaient déjà travaillé sur ces questions de renseignement technique ou de renseignement électronique, n'ont pas appris grand-chose dans les révélations de Snowden, pas grand-chose de nouveau. On découvrait le nom des programmes, on découvrait leur structuration au travers de graphiques qui venaient de documents de la NSA, mais grosso modo ça précisait des choses qui étaient à peu près déjà connues. En revanche, ça créait des effets de confirmation. C'est-à-dire que là, on ne pouvait plus ignorer l'existence du problème. Pour les citoyens américains, c'est un autre problème, un problème au fond plus important, qui renvoie vraiment à la tension entre liberté et sécurité, parce que celle-ci a une histoire importante, et notamment depuis le 11 septembre 2001, plusieurs fois, le gouvernement américain avait été sommé de ne pas mettre trop en cause les libertés individuelles américaines, et plusieurs fois, le gouvernement avait dit non, ne vous inquiétez pas, on ne le fera pas, et le Congrès avait validé la chose. Là, en quelque sorte, Snowden prouve qu'au terme d'un processus de contrôle, celui-ci n'a pas vraiment eu lieu, et que finalement la NSA a continué à avoir des pratiques importantes. Alors vous vous souvenez qu'après le 11 septembre, il y a le Patriot Act, le USA Patriot Act, c'est son vrai nom, c'est un acronyme, ça veut dire unifier et renforcer les États-Unis en fournissant les outils appropriés pour intercepter et entraver les terroristes. C'est un acronyme en fait, cette loi. Bon, cette loi était extrêmement généreuse pour les services de renseignement, puisque c'était son rôle. Il fallait donner tous les moyens aux services de renseignement américains pour sécuriser les États-Unis, protéger les citoyens, l'État et le territoire américain. Cette loi, un peu comme la loi sur le renseignement que présentait Bertrand Warusfeld tout à l'heure et qui devait être révisée en 2020, la loi française est bien pareil, le Patriot Act devait être révisé au bout de 4 ans. Entre-temps, il y a eu une commission, la commission Keane, et donc en 2004, une deuxième loi dont le titre est évocateur, c'est la réforme du renseignement et la protection contre le terrorisme. Donc c'est une loi qui a pour objet de réformer les services de renseignement américains dans l'idée de les rendre efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Mais cette fois, il s'agit de voir dans le Patriot Act ce qui est gardé et ce qui n'est pas gardé. Les mesures les plus extrêmes qui avaient été autorisées après les attentats doivent être en quelque sorte abandonnées ou amendées pour revenir à un régime plus garant des libertés. Bon, dans ce contexte-là, une fameuse section 215 est maintenue dans le IRTPA et c'est celle qui règle les écoutes. En 2007, la dernière grande loi d'autorisation a lieu, elle s'appelle le Protect America Act. C'est une loi un peu technique qui réforme le régime d'autorisation des écoutes à l'étranger. Donc il y a une vieille loi qui date de 1978 qui s'appelle le FISA, Foreign Intelligence and Surveillance Act, donc la loi de renseignement et de surveillance à l'étranger, qui grosso modo donne des autorisations ou des restrictions avec un système de warrants, de commissions rogatoires, ou de commissions d'autorisation d'écoute, on pourrait dire. Et puis elle met en place un tribunal qui vient vérifier que des citoyens, soit américains, soit dans le reste du monde, n'ont pas été écoutés illégalement. Donc le Protect America Act
en quelque sorte, réforme et renforce ses capacités d'écoute, mais normalement, la NSA a le droit d'écouter à l'extérieur et n'a pas le droit d'écouter à l'intérieur du territoire américain. La loi le stipule, hein, sauf vraiment exception avec des autorisations faites par un système judiciaire, ça n'est pas possible de le maintenir. Bon, ce qu'on découvre avec Snowden en 2013, donc vous voyez 2007 pour cette loi et 2013 pour les révélations de Snowden, c'est que ça n'est pas du tout le cas, et que les fournisseurs d'accès à Internet américains sont en lien avec la NSA pour donner des accès à ce service de renseignement directement dans leur réseau, que les grands opérateurs de téléphone, il y a eu des scandales avec AT&T et Verizon, sont eux-mêmes, en fait, laissent la NSA se brancher en quelque sorte dans leurs serveurs et leurs dispositifs techniques pour mettre en place des systèmes d'écoute extrêmement extensifs. Donc cette fois, en quelque sorte, la révélation d'un mensonge, on a dit qu'on ne le faisait plus et on le fait encore, pose un problème politique majeur. Donc concrètement, il y aura 3 conséquences à ces révélations de Snowden. La commande d'un rapport a eu un groupe d'experts qui sera dirigé par Richard Clarke, qui est un des grands noms de la sécurité américaine, puisqu'il avait servi le président Clinton, puis les 2 mandats du président George Walker Bush au moment du 11 septembre. Il a fait une carrière sur 3 présidences pour s'occuper de la sécurité, en quelque sorte, celle-là, la sécurité informatique, cyber, électronique. Donc Richard Clarke va faire un rapport dont le nom est Liberté et sécurité dans un monde changeant, et qui va réaffirmer l'idée que la vie privée est une liberté fondamentale intangible, et proposer un certain nombre de mécanismes de réforme. Une des réformes qui va être mise en œuvre, c'est ce qu'on appelle un ombudsman, c'est-à-dire un médiateur entre la NSA, le président, et entre la NSA et le Congrès des États-Unis, qui fait un rapport régulier de la réalité des pratiques de la NSA pour que ce type de mensonge ne puisse pas se reproduire. Donc les citoyens, le président, le Congrès peuvent saisir cette personne, enfin ce bureau, pour essayer d'avoir accès aux pratiques de la NSA. Mais la conséquence la plus importante, c'est une loi qui est lancée en octobre 2013, donc quelques mois après les révélations, mais qui ne sera votée que en 2015, et qui s'appelle le USA Freedom Act. À nouveau, c'est un acronyme qui veut dire, je vais passer vite, en gros, le Freedom Act, c'est une loi pour forcer les services américains à respecter la loi, et notamment les libertés individuelles. Donc ce Freedom Act est actif. Normalement, la NSA doit vraiment très fortement cadrer son action sur le territoire américain, mais ce qu'il vaut bien voir, et là je renvoie un peu à ce que disait Didier Bigot il y a quelques instants, ça renvoie en fait à un système de donnant-donnant. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on va arrêter de faire des écoutes électroniques sur le territoire américain, mais on va mettre en place un dispositif très étendu d'écoute à l'extérieur du territoire américain, avec un dispositif très étroit de contrôle des frontières, alors les frontières réelles, physiques, mais aussi ce qu'on appelle un peu les frontières intelligentes, les smart borders, c'est-à-dire toute l'information qui rentre et qui sort des États-Unis. Si vous avez moins le droit de contrôler votre territoire et votre propre population, mais que vous tenez beaucoup plus le droit de contrôler ce qui se trouve ailleurs, à l'extérieur de vos frontières, et que vous êtes capable de faire un mapping, de vous faire une représentation très précise de ce qui rentre et ce qui sort, vous compensez en quelque sorte votre faiblesse interne par une extraordinaire force externe. Donc c'était un peu une bonne nouvelle pour les citoyens américains, c'était un peu une moins bonne nouvelle pour les citoyens du reste du monde, puisque bien sûr ça veut dire qu'en quelque sorte, pour garantir un peu plus la sécurité des citoyens américains, les États-Unis n'hésitent pas du tout à renforcer leur capacité d'écoute et d'interception à l'extérieur, et ça renvoie au réseau de Five Eyes, Eight Eyes, etc. que présentait le professeur Bigot à l'instant. Merci. Merci beaucoup. Dans notre tour de piste, nous retrouvons Bertrand Warusfel, qui nous a dit tout à l'heure qui nous a rappelé que la loi sur le renseignement de 2015 comporte ce qu'on a appelé une clause de revoyure, c'est-à-dire qu'il est prévu que le législateur revoie cette loi, regarde si elle a été bien appliquée, et voilà. Donc Bertrand, c'est à vous pour nous expliquer cette clause de revoyure. Merci. Alors effectivement, dans ces domaines très nouveaux, puisque vous avez compris que le droit dans le renseignement en France, c'est très nouveau,
le gouvernement de l'époque, et le Parlement l'a accepté, a voulu un peu procéder par expérimentation successive. Et donc, effectivement, il y a une clause de revoyure. En fait, il y en a même deux. Il y a une clause générale qui était prévue à l'article 27 de la loi qui dit que les dispositions de la loi feront l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximum de 5 ans. Donc, ça nous a amené en 2020. Puis, il y a une deuxième clause plus précise, puisque, à titre purement expérimental, avait été prévu un mécanisme qui fonctionne actuellement, qu'on a appelé parfois les boîtes noires, qui sont en fait des espèces d'algorithmes que le Premier ministre peut autoriser les services de renseignement à installer directement dans le cœur de réseau des opérateurs de communication électronique et des grands fournisseurs d'accès pour essayer de détecter, à la volée, un certain nombre de connexions numériques qui passent sur les réseaux traversant la France et qui pourraient être liées à la préparation d'activités de type terroriste. C'est en effet uniquement pour une expérimentation dans le domaine de l'antiterrorisme que ce mécanisme des, entre guillemets, boîtes noires ou des algorithmes avait été mis en place. Et la loi avait prévu, là aussi, qu'au plus tard, fin 2020, le Parlement devrait soit interrompre cette expérimentation, soit la confirmer, soit modifier les dispositions. Donc, effectivement, depuis quelques mois déjà, et même si tout ceci a été un peu bousculé par la pandémie et le confinement, les différents acteurs de la communauté du renseignement se préparent à une réforme de la loi. Et on a vu un certain nombre d'entités, la commission de contrôle, la CNCTR, la délégation parlementaire au renseignement dont j'ai parlé tout à l'heure, ainsi qu'une mission d'information du Parlement qui a été présidée par le député Guillaume Larrivé, qui a rendu un rapport en juin dernier. On fait, j'allais dire, un état des lieux de l'application de la loi et proposer un certain nombre de modifications éventuelles. Alors, d'ores et déjà, je vous annonce que, à défaut de grande révision de la loi, le gouvernement est en train de faire passer, c'est actuellement dans le tuyau de l'Assemblée, simplement un texte qui décale en réalité le délai dans lequel la loi devra être révisée et le système des algorithmes devra être validé ou remis en cause à décembre 2021, avec un rapport qui devrait intervenir en juin 2021. Donc, nous aurons, dans un peu plus de 6-7 mois, un document tout à fait détaillé sur ces questions d'algorithmes. Par ailleurs, d'ores et déjà, un certain nombre de questions ont été soulevées dans différents documents et je voulais en signaler deux d'entre elles, dont l'une fera écho à ce que Didier Bigot disait tout à l'heure, repris par Olivier Chopin, sur la question de la coopération entre les services et des échanges. En effet, l'une des remarques, à mon sens pertinentes, que la commission de contrôle a fait remonter aux autorités politiques, c'est de dire nous sommes bloqués, nous sommes freinés, limités dans notre contrôle a posteriori de l'exploitation des données collectées par le renseignement, par le fait que les services de renseignement et l'administration nous interdisent d'accéder aux données reçues par des services étrangers. Il y a en effet une vieille coutume dans le monde du renseignement qui est que les services s'échangent des données, mais celui qui reçoit une donnée d'un autre service ne doit pas la réexporter, ne doit pas la retransmettre à un tiers sans l'autorisation du service d'origine. C'est ce qu'on appelle communément la règle du tiers service. Et en raison d'une application, à mon sens, un peu extensive de cette règle du tiers service, qui est d'ailleurs essentiellement coutumière, les autorités de contrôle, certaines autorités de contrôle nationales n'ont pas accès aux données des services étrangers dont les services locaux auxquels ils ont accès et qu'ils utilisent dans leurs investigations. Et la CNCTR a proposé qu'effectivement, une disposition lui permette, dans certains cas, d'accéder à un certain nombre de données échangées entre les services français et les services étrangers. C'est un sujet assez sensible, sur lequel visiblement tout le monde n'est pas d'accord, mais qui est d'autant plus important que, comme Didier l'a dit, énormément de choses se passent dans ces échanges de données, et notamment des choses qui pourraient se passer qui seraient très, j'allais dire, très abusives, serait par exemple qu'un service français qui n'obtiendrait pas la possibilité, de par la loi,
de mener certains types d'investigations, parce que par exemple, il n'obtiendrait pas l'autorisation du Premier ministre, il aurait un avis défavorable de la commission de contrôle, pourrait être tenté de demander à un service étranger de, j'allais dire, passer par-dessus la frontière et essayer d'obtenir par d'autres moyens l'information qu'il souhaite, de manière à contourner, j'allais dire, le blocage franco-français. Et donc, à ce moment-là, la loi serait mise en péril par le fait que eh bien, l'autorité nationale qui aurait dit finalement « je ne vous autorise pas à rechercher des données sur telle personne ou sur telle activité », eh bien, serait contournée par une opération sous-traitée à un service étranger qui ensuite fournirait le résultat de son recueil au service français concerné. Ce sont des choses qui n'arrivent sans doute pas tous les jours, mais bien évidemment dont on peut craindre que dans certaines situations, eh bien, tel ou tel opérationnel du renseignement puisse être tenté de le faire. Et si l'autorité de contrôle a la possibilité de voir ce que les services étrangers échangent avec le service français concerné, eh bien évidemment, cela freinerait ce type de dérive. Une autre demande que la CNCTR a formulée serait la possibilité de suivre la donnée collectée, après autorisation du Premier ministre, jusqu'au moment où elle arrive dans le fichier du service. En effet, toutes les données qui sont collectées sur telle ou telle personne, que ce soit des données de connexion, des enregistrements, des informations, des photos, des coordonnées GPS, que sais-je encore, finissent par aller nourrir des grands entrepôts de données et des très grandes bases de données. Aujourd'hui, la commission de contrôle des techniques de renseignement ne peut pas aller voir ce qu'on fait des données collectées par le renseignement dans ces bases de données. Et la seule autorité qui, elle, a l'accès à ces données du service de renseignement, c'est la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est mieux que rien, mais la CNIL, elle, n'a pas de compétence pour apprécier la légalité des opérations de collecte de renseignement. Elle est là juste pour gérer, ce qui est évidemment très important, la protection des données personnelles. Donc il y a un petit peu un hiatus entre la commission de contrôle du renseignement qui, elle, ne peut pas aller voir dans les fichiers des services de renseignement et la CNIL qui peut aller y voir, mais qui n'a pas la compétence pour apprécier la légalité de la mise en œuvre des techniques de renseignement. Là aussi, un élargissement des compétences de la CNCTR ou une articulation avec les pouvoirs de contrôle de la CNIL pourrait éventuellement, j'allais dire, réaliser un continuum de contrôle depuis la collecte jusqu'à l'exploitation dans la base de données. Dernier sujet, mais sujet essentiel, et qui est de très grande actualité, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu penser, deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, le 6 octobre dernier, donc c'est extrêmement récent, dont l'un a été provoqué par une association militante française, la Quadrature du Net, et l'autre par une association britannique qui s'appelle Privacy International. Eh bien, dans ces arrêts tout récents de la Cour de justice a redit de manière beaucoup plus explicite et en s'appliquant directement aux activités de renseignement, quelque chose qu'elle avait dit de manière plus générale dans des arrêts précédents, à savoir qu'il lui semblait que le mécanisme par lequel un État demande aux opérateurs du numérique de conserver de manière généralisée pendant une période assez longue, en France c'est 1 an, toutes les données de connexion, toutes les données de trafic, les données de localisation des internautes et des utilisateurs des services de communication, eh bien, était quelque chose qui était contraire au droit européen des données personnelles et qui donc ne devait pas pouvoir subsister. Alors cet arrêt crée évidemment un électrochoc dans le monde du renseignement parce que traditionnellement, j'allais dire, le matériau de base du renseignement, c'est de récupérer a posteriori les données de connexion sur une personne. Si demain matin, un service de renseignement s'intéresse à M. Guinel, eh bien, jusqu'à présent, il demandait aux opérateurs dont M. Guinel était l'usager d'avoir la traçabilité de toutes ces données de connexion depuis au moins 1 année. Et ça permettait rétrospectivement de vérifier si cette personne avait des activités éventuellement dangereuses ou autres. L'application de l'arrêt de la CJUE pourrait remettre au moins partiellement en cause cela, puisque si l'interdiction n'est pas tout à fait absolue et si l'arrêt prévoit que sous certaines conditions, des motifs de sécurité nationale pourraient permettre quand même à des États de préserver un certain niveau de collecte, de conservation et de collecte de données, l'arrêt est quand même assez clair, et notamment
l'arrêt prévoit que pour que ces pouvoirs, j'allais dire dérogatoires, puissent être quand même mis en œuvre, il faudrait qu'ils soient soumis à un contrôle très, très effectif, dit la Cour de justice, soit par une juridiction, soit par une autorité administrative indépendante dont la décision est dotée d'un effet contraignant. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, en tout cas, de la CNCTR, qui ne fait que donner des avis, qui sont suivis par le Premier ministre, mais qui pour l'instant ne sont que des avis. Donc on peut penser que cette décision va avoir des conséquences sur les modifications de la loi de 2015. Et je terminerai sur ce point. Certains se posent la question d'ailleurs de savoir si ces arrêts du 6 octobre 2020 ne vont pas avoir un effet paradoxal, qui est que dès lors que la collecte, enfin la récupération rétroactive de données de connexion serait plus difficile, voire dans certains cas impossible, donc si on ne peut plus regarder dans le rétroviseur pour essayer de s'intéresser à quelqu'un et de comprendre ce qu'il a fait, eh bien, est-ce que cela ne va pas pousser les pouvoirs publics à développer au contraire de manière plus intensive encore qu'ils l'ont fait par le passé, des méthodes, j'allais dire, plus prédictives, c'est-à-dire d'utiliser des outils d'intelligence artificielle et des outils algorithmiques du type de ceux qui sont déjà en expérimentation dans la loi française pour essayer, j'allais dire, de détecter en temps réel, à la volée, des connexions et des communications qui pourraient être dangereuses. Et donc, là, la question de Big Brother va pouvoir se reposer. Lors du débat de 2015, beaucoup d'acteurs dans la société civile, beaucoup de juristes, beaucoup d'associations s'étaient émus de l'expérimentation de ces fameux algorithmes de détection sur les réseaux des opérateurs. Et on nous avait dit c'est très limité et c'est juste pour la lutte contre le terrorisme. Demain, on va peut-être nous dire, eh bien, puisque nous ne pouvons plus récupérer les historiques de communication de tous les citoyens dans le cadre de nos opérations de renseignement, eh bien, nous allons être obligés de développer encore plus ces moyens de collecte en temps réel, qui, eux, sont véritablement des outils de type Big Brother et de type de ceux que Snowden a dénoncés à la NSA. Et à ce moment-là, eh bien, on pourrait avoir un développement un peu incontrôlé de ces technologies de surveillance de masse, y compris dans des domaines allant bien au-delà du terrorisme. Auquel cas, j'allais dire, le remède serait peut-être quelque part un peu pire que le mal. Merci beaucoup sur ces analyses extrêmement rassurantes, tout le monde en conviendra. Les questions qui se posent sont vraiment extrêmement graves pour l'avenir de nos démocraties. Et je vais maintenant passer la parole à nouveau à Didier Bigot, qui, lors de nos discussions préalables à cette rencontre, évoquait un point tout à fait central dans la période actuelle, c'est qu'il y a eu un appel d'air budgétaire pour recruter des nouveaux agents et Didier Bigot a des idées assez précises sur la manière de les former. Alors Didier, c'est à vous. Merci Jean. Il me semble effectivement qu'un des points sur lesquels nous devons, nous, universitaires, nous interroger, c'est sur les conditions dans lesquelles la France, qui, comme l'a rappelé M. Warusfeld, sont vraiment en retard sur les formations anglo-saxonnes. Ça a été le cas pour la loi sur le renseignement, c'est aussi le cas pour développer justement des études sur la guerre ou sur le renseignement dans un cadre universitaire. Et c'est maintenant de rattraper leur retard, mais dans des conditions un peu particulières. C'est-à-dire qu'on voit d'un côté des besoins de recrutement qui sont signalés par les services. De l'autre côté, on voit de plus en plus d'universités qui sont en panne financière et qui sont en train de monter des campus de recherche, des campus de formation sur les activités des services de renseignement. Très bien, mais à qui fait-on appel et qu'est-ce qu'on enseigne dans ces lieux, c'est une question qui doit se poser véritablement.
Bien sûr, on peut comprendre avec le discours sur le secret que les mieux placés, ce sont des anciens des services. Et que du coup, c'est à eux d'intervenir et d'expliquer ce qui se passe. Malgré tout, on voit bien qu'il y a aussi des difficultés avec cette logique-là, puisque ça peut tourner à des plaidoyers pro domo, ça peut tourner à ce que on passe du silence habituel des services à un silence décalé vers des gens plus anciens qui font des systèmes de justification et qui les font passer pour des enseignements. Et donc, je crois qu'il y a véritablement là à s'interroger sur ces développements, à discuter collectivement autour de ces éléments et à voir s'ils ne se mettent pas en place ce que les anglophones avaient appelé à un moment la communication stratégique. C'est-à-dire qu'on passe du silence à une communication très bien faite avec des entreprises de communication qui visent à rassurer la population sur les activités des services, voire à encourager des jeunes à y rentrer. Bon. Sans doute, les gens qui nous écoutent ont suivi la série Le Bureau des légendes, qui est une série qui, justement, s'éloigne du James Bond et dit rentrer dans la réalité quotidienne des services, mais qui est très éloignée, en tout cas, de ce que les acteurs eux-mêmes vivent, et en particulier le côté spectaculaire qui avait été limité dans les premiers épisodes a été renforcé depuis. Il ne traite que du terrorisme alors que ce n'est pas toujours justement la routine de ces services. Ils font beaucoup d'autres activités hors terrorisme, et c'est là aussi une des grandes difficultés. Et puis, par exemple, on a des professeurs de droit par moment, et ces professeurs de droit sont moins, et je ne parle pas bien sûr des collègues qui sont ici, mais de gens qui s'intitulent professeurs de droit plus qu'ils ne le sont, dont la logique est plus d'expliquer comment éviter les pièges posés par le droit et comment les contourner au lieu d'enseigner aux personnes comment les appliquer. Donc, on a là toute une série de points, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sur lesquels je pense que le ministère de la Recherche devrait absolument lancer des programmes de recherche pour ouvrir justement une réflexion qui soit une réflexion citoyenne autour des formes d'enseignement, du renseignement dans des démocraties dans lesquelles, un peu comme on l'a fait dans les World Studies, au moment où on a parlé des activités militaires à l'étranger, on est des grands noms de défense des droits de l'homme qui soient des professeurs dans ces endroits-là qui sont justement les plus sensibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un entre-soi qui se crée. Au contraire, il faut pouvoir démocratiser ces éléments-là, peut-être faire venir des gens d'associations et les associations qui justement ont porté plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'on puisse au minimum faire comprendre que le monde du renseignement ne peut pas se refermer sur lui-même et sur des spécialistes. Ce sera contre-productif. Il arrivera ensuite un autre scandale qui touchera aussi, par extension, les gens qui sont rentrés dans ces formes de légitimation ou de relégitimation des services. Et il me semblait que c'était tout à fait important de pouvoir en parler ici, à la Cité de la Violette, même si c'est à distance, justement pour qu'il y ait des participations citoyennes qui réfléchissent sur ces formes de relégitimation qui sont à la fois, je dirais, elles peuvent apparaître comme des positions critiques vis-à-vis des services, mais c'est le bien nécessaire pour eux de se rendre compte que ce genre de choses va créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Voilà.
j'avais coupé mon micro. J'ai envie de vous relancer sur cette thématique. Quand on entend le discours dominant aujourd'hui, en tout cas en France, on entend surtout un discours sécuritaire. Vous avez tout à fait raison d'évoquer les associations qui se battent un peu seules pour faire avancer le droit, mais on n'a pas vu des milliers de papiers dans les journaux, que ce sujet ait été abordé de manière abondante dans les programmes télévisés que les citoyens regardent. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette volonté de faire revenir le discours de liberté dans les questions de sécurité, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui, que c'est inaudible? Pas tellement. C'est-à-dire que si on pose le sujet comme sécurité collective face à liberté individuelle, et que c'est posé comme ça dans les sondages, la réponse quasi évidente, et vous avez raison, Georges, c'est celle-là. Les gens vont dire, mais je veux être protégé, pensent que la sécurité collective, et pensent que la liberté individuelle s'arrêtant où s'arrête l'autre liberté individuelle, bon, ma foi, on est obligé de sacrifier nos petites libertés pour notre sécurité. Mais poser le débat comme ça, c'est quelque part croire qu'on peut distinguer d'un côté la sécurité, de l'autre les libertés, comme si c'était deux plateaux d'une balance, des normes qui seraient faciles, par exemple, dans une action à distinguer, alors que c'est loin d'être le cas. La métaphore est trompeuse. Ce n'est pas deux plateaux d'une balance. D'ailleurs, la plupart du temps, quand les gens commencent à parler d'un équilibre liberté-sécurité, et là aussi vous avez raison, c'est parce qu'ils sont en train de dire qu'il y a une menace qui augmente. Donc, ce n'est pas pour donner un équilibre avec plus de liberté et moins de sécurité, c'est toujours dans le même sens, c'est plus de sécurité et moins de liberté avec des effets de cliquet. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, au bout d'un moment, forcément, on va avoir des états d'exception, on va avoir des états d'urgence, et puis après, on va routiniser ces états d'exception et ces états d'urgence, on va les faire rentrer dans le code, par exemple, c'est un peu ce qu'a fait la France, ou alors on va les arrêter temporairement, mais on va les remettre quelques années après. Et alors, quand on va avoir besoin de décider de nouvelles mesures, on va encore en prendre un peu plus. Qui donne quoi? Ces mesures de sécurité, elles donnent la liberté au sens des actions des forces de police, donc elles donnent bien de la liberté d'action, et par contre, elles diminuent les garanties juridiques, c'est-à-dire la sécurité des citoyens. Donc vous voyez bien que la même mesure, pour dire si c'est une mesure de sécurité ou une mesure de liberté, c'est très compliqué. Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire très attention autour de ces termes. Ce ne sont jamais des enjeux binaires. La métaphore est presque toujours problématique et elle a été utilisée, et c'est là où il y a un petit problème, parce que parfois elle a été utilisée par des juristes sous l'angle justement du bon équilibre à trouver des plateaux de la balance, mais pour en faire la métaphore du principe de proportionnalité. Seulement, avant même qu'il y ait un principe de proportionnalité qui s'applique, il faut voir, et c'est très problématique pour les services de renseignement, que justement, par exemple, cette third party rule, la règle des tiers services, on nous dit c'est une coutume, quasiment une coutume constitutionnelle entre services. Non, c'est une loi secrète, et une loi secrète, ça n'existe pas en démocratie. Si la loi n'est pas publique, ce n'est pas une loi. Donc on voit, par exemple, que là, il faut qu'elle existe. Pareil, il faut que l'action soit nécessaire avant même d'être proportionnelle. Et très souvent, cette condition de nécessité n'est pas appréciée à sa juste valeur. On peut avoir des actions bien moins violentes, bien moins intrusives, qui auront les mêmes résultats. Et donc, on revient à ce que disait Bertrand Warusfeld. Si, par exemple, on nous parle d'intelligence artificielle ou d'algorithmes, enfin, quand on regarde en détail les pourcentages de succès de certains de ces algorithmes,
On arrive parfois à des taux d'échec, pour certains, sur la surveillance algorithmique à distance, etc. Ça marche très bien dans les films de science-fiction, ça marche très mal en pratique. On arrive à des taux qui sont parfois de 80 à 90%. Mais quelle est la réponse? 10%, c'est mieux que rien. Donc, on voit bien qu'on a des stratégies très compliquées de relégitimation et que là aussi, on doit donner aux services les possibilités de faire leur travail, mais en même temps, être bien plus clair sur les règles, sur ce qu'ils doivent appliquer, en particulier dans la collaboration internationale. Et là, je rejoins tout à fait Bertrand et la CNCTR au moment où ils disent on ne va pas rendre très juridicisés les détails alors qu'on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est maintenant la collaboration transnationale sectorielle. Et tant qu'on n'aura pas osé discuter cela, si on rentre dans les détails techniques de qui va faire quoi sur le détail, si un nom est mal rentré, par exemple, alors qu'on ne traite pas de cette question, qui est bien plus fondamentale, quelque part, ça donne l'impression d'être de l'ordre de l'illusoire, voire de l'illusion. Alors moi, je peux témoigner que quand on veut aborder ces sujets-là avec les personnes concernées dans les services ou ailleurs, on tombe assez vite sur des tensions fortes. C'est-à-dire que c'est tabou. Non seulement c'est tabou, mais la possible ou l'éventuelle, sans même parler de la remise en cause, l'éventuelle discussion de ce sujet est très très mal perçue dans les services. Donc je pense qu'on va au-devant, qu'il va falloir du courage politique, même pas pour trancher forcément tout de suite, mais en tout cas pour en discuter, il va falloir du courage politique et de la volonté. Je ne suis pas absolument certain que ces deux éléments soient toujours très présents. Merci beaucoup, Olivier. Nous allons maintenant retrouver Olivier Chopin, qui nous a beaucoup parlé des États-Unis, et on sait que les États-Unis ont un partenaire privilégié dans le monde du renseignement, c'est le Royaume-Uni, il s'appelle entre les cousins, et évidemment, nous, Européens, nous regardons les pratiques britanniques avec un œil très attentif. Que faut-il en penser? Est-ce qu'il y a une culture de renseignement dans l'administration, dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, par exemple? Est-ce que ce sont des cultures très différentes? Au plan politique, comment les choses se passent-elles? C'est à vous, Olivier. Merci beaucoup. Alors, effectivement, je trouve personnellement que c'est toujours intéressant de se référer un peu à l'expérience britannique pour échapper un peu à la facilité du modèle américain. C'est vrai que les Américains fascinent par l'ampleur de leurs dispositifs, leurs moyens, leurs actions, etc. Ce qui est intéressant, si on se réfère à d'autres pays qui sont plus autour de nous, l'Allemagne, l'Italie, mais bon, là en l'occurrence le Royaume-Uni, c'est qu'on est dans un rapport de taille et de puissance à peu près similaire. C'est-à-dire que le Royaume-Uni et la France sont des puissances intermédiaires, mais quand même capables d'une certaine autonomie stratégique, avec un nombre de moyens diversifiés importants. C'est-à-dire qu'on a des structures militaires, des structures de diplomatie et des structures de police extrêmement variées à l'intérieur de nos institutions. Et en quelque sorte, nous partageons quand même, la plupart des Européens, nous partageons un certain nombre soit d'intérêts stratégiques, soit de menaces, en quelque sorte. Ce qui menace la Belgique, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, est souvent de nature similaire, voire on sait qu'il y a aussi la transnationalité d'un certain nombre de réseaux, soit criminels, soit terroristes, qui occupent beaucoup l'action des services de renseignement. Alors les Britanniques évidemment n'ont pas le même régime que nous, c'est bien connu, c'est des régimes de common law, je parle sous le contrôle de mon collègue Bertrand Versuel, juriste, c'est un régime de common law, pas de droit continental, c'est une constitution non écrite, et on peut dire grosso modo que si bien sûr la tradition de l'État
et très affirmée en Angleterre, servir la couronne. Ça n'est pas la même doctrine que l'État français avec cette centralité de la fonction administrative. Les Britanniques, un peu comme les Américains, raisonnent autant sous la dimension de gouvernement, governing, que d'action de l'État. Bon. Alors, cependant, ce qui est intéressant, et là je vais un peu rebondir sur votre conversation à l'instant avec Didier Bigot, il y a des lois secrètes dont on peut contester la nature juridique. Il y a des accords secrets d'échange, de coopération, qui sont extrêmement étendus et qui sont effectivement extrêmement secrets. C'est certain qu'il y a un tabou sur ces questions-là. Il y a aussi des effets politiques de comparaison et en quelque sorte un peu d'appui sur l'expérience des autres qu'on peut repérer. Alors c'est plus un jeu d'hypothèses là que je vous propose que des travaux assurés, puisqu'on travaille sur ces questions-là en ce moment, mais qu'on n'a pas encore pu forcément publier tous les résultats. Je prends deux exemples, et là on va vraiment se concentrer sur la France et le Royaume-Uni. Un premier exemple un peu sur les effets de convergence qu'on observe entre les régimes juridiques qui encadrent l'activité des services, par exemple, entre la France et le Royaume-Uni. Donc ça va totalement donner de l'eau au moulin de Didier Bigot. Donc la dernière grande loi, la loi qui avait fortement réformé les services de renseignement britanniques, notamment intérieurs, sur les questions d'interception, d'écoute, et qui réglait en quelque sorte un peu le régime de protection des libertés, elle datait de 2000. C'était un texte qui s'appelle le RIPA, Regulation of Investigatory Powers Act, donc une loi de réglementation des pouvoirs d'investigation de la police et des services de renseignement. Elle datait de 2000, elle avait clos un grand cycle juridique qui commençait en 1985 avec des lois qui avaient créé juridiquement des services de renseignement qu'on connaît tous et qui existaient depuis très longtemps, le MI5, le MI6 de James Bond, le GCHQ. Il n'avait pas de cadre légal avant les années 80. Au terme de ce travail législatif qui se déploie sur plus d'une quinzaine d'années, il y a ce RIPA qui est voté en 2000. Si bien qu'après le 11 septembre, les Britanniques disent on n'a pas besoin de changer notre dispositif de sécurité, on n'a pas besoin de changer la loi de nos services, on n'a pas besoin de refaire une loi d'exception comme le Patriot Act américain, on est en quelque sorte armé et doté juridiquement pour faire face à la menace. Vous vous souvenez qu'en 2005, après qu'il y ait eu des gros attentats à Madrid en 2004, le Royaume-Uni aussi, en juin et juillet 2005, fait l'objet d'une campagne d'attentats, des bombes dans le métro, dans des bus, à Londres. Et donc là, il y a quand même une réaction qui ne change pas la loi, mais qui va créer, par un effet un peu de mimétisme, je simplifie, avec le système américain, ils vont créer un National Security Council. C'est-à-dire ils vont quand même se doter au sein du gouvernement britannique d'une sorte de conseil de sécurité nationale, alors que c'était pas du tout leur langage juridique jusque-là. Jusque-là, la sécurité britannique était portée par 3 ministères, le ministère de l'Intérieur, le Home Office, le ministère des Armées, le Ministry of Defense, et le Foreign and Commonwealth Office, le département de ministère des Affaires étrangères. Les différents services de renseignement sont rattachés à l'un de ces ministères et ils sont organisés autour du Premier ministre avec un dispositif très très intégré qui s'appelle le Joint Intelligence Committee, le comité central du renseignement. Bon, donc quand même en 2005, il y a une forme de réaction, mais il n'y a pas de transformation de la loi. Ce qu'on voit, c'est que dans le même mouvement que la France commence à travailler les textes qui mèneront à la loi de juillet 2015, la loi renseignement qu'a présenté en détail Bertrand Warusfeld tout à l'heure, eh bien cette loi offre des logiques de cadre et de contrôle particuliers. Et là, les Britanniques, ça n'est pas un effet de la loi française, mais puisqu'ils réforment leur loi, vont un petit peu regarder ce qui se fait en France et vont quand même avoir un dispositif dans la loi de 2016, donc qui s'appelle Investigatory Powers Act. La loi de 2016 prend beaucoup de dispositions qui sont au moins compatibles avec la loi française sur le renseignement, notamment pour produire les échanges de renseignements un peu généralisés, un peu massifs que Didier Bigot présentait à l'instant et qui pose question.
Donc là, on voit qu'il y a des effets un petit peu particuliers, et on sait que dans les réunions de préparation interministérielles qui mènent à la réforme de notre loi de renseignement, bien sûr, les expériences juridiques des partenaires, notamment les Britanniques, dont les Britanniques, vont aussi être regardées de près, puisqu'il y a toujours une logique un peu de comparaison de benchmark qui existe. Mais le deuxième cas que je voudrais évoquer est plus intéressant, encore plus intéressant, c'est justement sur ces questions d'effet de cliquet, d'état d'urgence, et de mesures d'exception dont parlait Didier Bigot il y a quelques minutes, et qui, là, renvoie à deux expériences particulières. On voit que les pays se regardent, et parfois, peut-être pour tenir compte négativement de certains excès qu'ils peuvent observer chez leurs voisins, et tenter de faire les choses autrement. Alors, en janvier, et nous sommes dans les procès, en janvier 2015, il y a les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher, et puis en novembre 2015, les attentats dont nous nous souvenons tous, qui ont quand même créé un traumatisme assez important, évidemment, en France, mais aussi chez nos voisins européens, parce que, voilà, vous avez 130 morts dans les rues de Paris, c'est évidemment un acte majeur, même pour nos concitoyens européens. Donc, on se rendra compte après coup que beaucoup de pays vont regarder l'expérience française, l'expérience tragique, comment nous avons réagi, et également préparer des plans. Alors, préparer plus ou moins, vous vous souvenez aussi peut-être que le 22 mars 2016, il y a des attentats à Bruxelles, des attentats dynamiques, assez proches de ce qui s'était passé à Paris en novembre, donc des gens qui se déplacent avec des fusils automatiques et qui vont avoir deux lieux d'attentat principal, l'aéroport de Bruxelles et puis le quartier de Malbec qui est juste à côté du Parlement européen. On remontera des réseaux terroristes dans le quartier de Molenbeek qui sont tout à fait liés à des réseaux transnationaux, notamment qui opèrent en France depuis. Là, pendant 3 jours, l'armée belge va faire un lockdown de Bruxelles. Lockdown assez brutal, assez dur, hein, où les voitures ne peuvent plus passer, il y a des camions militaires dans la rue, on s'en souvient, il y a des patrouilles militaires. Les Belges, là je parle sous le contrôle de Bertrand Warusfeld, vont se rendre compte après coup que le régime juridique de cette opération militaire n'était pas très sûr, pas très stable, voire que c'était une opération qui relevait en fait d'une sorte d'acte de souveraineté ou d'acte de gouvernement de la part du gouvernement belge. Il n'y avait pas de bon encadrement juridique, par contre il y a eu un acte assez fort d'implication de l'armée pour sécuriser l'espace urbain de Bruxelles dans le cadre d'une opération antiterroriste. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait commencé à mettre en œuvre avec Sentinelle, mais il y avait une certaine fragilité. Bon, lorsque le 22 mai 2017, il y a un attentat majeur au concert d'Ariana Grande à Manchester, les Britanniques vont révéler l'existence d'un dispositif qui s'appelle Temperer, donc ils vont appeler ça Opération Temperer, qui est en fait une sorte de sentinelle à la française. Donc Sentinelle, c'est l'opération intérieure que nous avons rajoutée au régime Vigipirate, qui est toujours en cours, et qui permet de déployer 10 000 hommes sur le territoire français pour mener en quelque sorte, comme quand on mène une opération extérieure, un déploiement de l'armée sur le territoire national pour aider la police, travailler avec les préfets, travailler avec le gouvernement français à la sécurisation de l'espace. Bien là, on se rend compte qu'en fait, les Britanniques se sont inspirés de l'expérience de Sentinelle pour déployer des hommes dans l'appui aux forces de police en cas d'attentat majeur, mais ils ne vont pas du tout le faire comme Sentinelle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout rentrer dans cette logique d'état d'urgence qui, justement, risquerait de se pérenniser et risquerait à la fin de devoir être inscrit dans la loi parce qu'on a créé des mesures d'exception dont on ne sait pas défaire les choses. Donc là, les Britanniques vont dire qu'ils peuvent déployer de 1000 à 4000 hommes, à peu près, 5000, pourquoi pas, mais qu'ils ne peuvent le faire qu'entre le moment précis du début de l'attentat et l'identification ou l'annihilation du dernier terroriste impliqué dans cet attentat-là. Donc ça ne peut pas durer, par exemple, des mois ou des semaines. Une fois qu'on aura identifié les acteurs de tel attentat, le dispositif est retranché. Et d'autre part, ils empruntent une logique assez différente de celle qui a été la nôtre avec Sentinelle, du moins au début. C'est-à-dire que les militaires britanniques vont surtout remplacer les policiers britanniques pendant les jours où l'opération Temperer aura lieu sur des lieux fixes, c'est-à-dire protéger le Parlement, Downing Street, les ministères, les commissariats de police, les gares. Les militaires vont être en statique pour pouvoir relibérer toutes les forces de police en dynamique, traquer les terroristes, faire du contrôle de population, et en quelque sorte, ils vont redonner à la police la possibilité d'utiliser tous leurs moyens dans l'opération
opération antiterroriste, et l'armée prend le relais uniquement sur la sécurisation des lieux, des bâtiments ou des autorités. Et puis dès que c'est fini, on retire le dispositif. Donc ils ne l'ont employé que 2 fois. Ils l'ont réemployé en septembre 2017, quand il y a eu aussi un attentat à la bombe au parc de Parsons Green. Donc là, on voit que temporaire, c'est intéressant, c'est une forme de réflexion à partir de l'expérience française, pour à la fois se dire que mettre l'armée en appui de la police est une nécessité en cas de mesure d'urgence, mais ne pas le faire à la mode française en termes d'état d'urgence, d'état d'exception, qui se pérennise longtemps et qui risque de poser des problèmes juridiques après d'inscription dans la loi. On voit qu'ils ont adopté un modèle relativement différent. Donc là, on voit que la qualité juridique, le régime peut aussi expliquer un peu des variations, puisque les Britanniques n'ont pas la même contrainte, en quelque chose, d'écrire le droit. Ils peuvent faire des actes de jurisprudence, ils peuvent faire des actes de fait qui construisent progressivement un régime juridique, mais qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus révisable que le nôtre. Donc voilà, je voulais mentionner ce fait qu'au-delà des coopérations un peu secrètes qui sont structurées et qui sont permanentes, il y a aussi ce mécanisme de regard croisé, notamment des États européens, pour essayer de trouver les meilleures pratiques. On ne va pas faire le cas d'Italie, puisqu'il n'y a pas eu d'attentat majeur en Italie, mais précisément, tout le monde interprète la situation italienne, il y aurait pu y en avoir, mais ils ont en quelque sorte su tirer en quelque sorte bénéfice des expériences malheureuses de leurs voisins pour parfois anticiper des difficultés et y réagir. Sur la question merci beaucoup, sur la question de l'organisation du renseignement, l'organisation administrative du renseignement en France, on sait qu'il y a eu cette innovation importante introduite en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui a créé Coordination nationale du renseignement, dont on peut observer 12 ans après que plus personne ne conteste sa légitimité. C'est une bonne idée globalement, mais on a souvent dit, parce que c'est un peu vrai, que c'est hérité en tout cas c'est un peu inspiré par le système britannique. Est-ce que c'est la même chose ? Alors c'est quand même très différent. Dans la forme actuelle, on ne peut pas vraiment complètement comparer. Alors, l'inspiration, oui, au sens d'avoir une coordination nationale au plus proche du décideur ultime. Bon, mais ça pose quand même en France pas mal de difficultés. Bon, d'abord, il y a cette bicéphalité ou hybridité de ce qui serait le pouvoir exécutif dans d'autres régimes, puisqu'il est partagé entre le président et le Premier ministre, avec des répartitions relativement claires de ce qui relève de l'action gouvernementale responsable devant le Parlement, et puis du domaine réservé du président de la République. Alors clairement, cette coordination, elle avait comme idée, comme inspiration, de faire remonter la question de la coordination du renseignement dans le domaine réservé du président. Clairement, elle n'est pas placée même entre le président et le Premier ministre, elle est rattachée à la présidence. Mais comme l'a très bien montré le livre d'entretien de Florent Vadillo et Alexandre Papa Emmanuel, les espions du président, qui ont pu interviewer la presque totalité des coordonnateurs dans le temps et faire une comparaison avec les États-Unis, ça n'a jamais été le Joint Intelligence Committee. Le Joint Intelligence Committee, c'est vraiment non seulement un chairman et un vice-chairman qui conseille le Premier ministre britannique, mais aussi qui anime et manage la communauté, c'est-à-dire attribue en quelque sorte, en expertisant les choses pour le Parlement britannique, les moyens, les attributions. Ils n'ont pas de pouvoir de contrôle, mais ils ont un pouvoir d'animation. Et puis surtout, le Joint Intelligence Committee produit les notes de haut niveau, c'est-à-dire que tous les services secrets britanniques ont une spécialisation. GCHQ fait de l'interception, MI5 fait de la sécurité intérieure, MI6 ne fait que du renseignement extérieur. La Special Branch de Scotland Yard fait de la police. Vous voyez, Defense Intelligence fait vraiment du renseignement militaire. Mais chacun de ces services remonte les informations au Joint Intelligence Committee, qui les met en forme politiquement dans des notes avec des groupes d'experts qui sont composés de différents services, parfois aussi d'experts extérieurs. Donc ils appellent ça des assessment staff, des groupes d'évaluation qui produisent les notes pour le Premier ministre. Là, la coordination, il n'y a pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a ni la fonction de management concret, d'attribution budgétaire, qui relève quand même encore de la prérogative du gouvernement, donc en fait du Premier ministre, et puis du travail interministériel. Alors, le Premier ministre, lui, a le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui peut l'assister dans ces fonctions-là. Et puis, d'autre part, il y a bien des gens qui peuvent, on le voit dans les témoignages, centraliser l'information au profit du président, ou de son chef d'état-major particulier, ou de son directeur de cabinet, mais ils reçoivent du renseignement qui est produit
choisis par les services, et en gros, ils sélectionnent ce qu'ils veulent mettre en avant dans l'agenda du président, mais qui est différent du bulletin, en quelque sorte, quotidien, que par ailleurs les services vont faire remonter au président dans un mécanisme d'information. Donc c'est un modèle hybride, c'est un modèle qui a cherché sa voie, l'histoire le montre bien, c'est un modèle qui n'est pas complètement le modèle britannique, qui emprunte un peu aussi au DNI américain, au directeur national du renseignement américain. En fait, comme toutes ces fonctions qui n'étaient pas prévues dans la Constitution et qui progressivement sont rajoutées, notamment à la présidence de la République, on sait, enfin, Sciences politiques montre aussi que depuis les années 2000, la présidence de la République se structure, s'organise, se régule, avec des textes de loi aussi qui en définissent beaucoup plus l'activité et le contrôle qu'auparavant. Et la réforme de 2008 de Nicolas Sarkozy, portée par Sarkozy, avait vraiment renforcé ce mécanisme-là. Donc là, on voit qu'il y a eu une évolution. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'évoquer l'actuel coordinateur national du renseignement, parce que là, il s'est quand même passé avec le président Nicolas Sarkozy, on a rajouté LT, lutte contre le terrorisme. Donc c'est la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est intéressant parce que le président Macron voulait donner en quelque sorte une destination, une sorte de finalité, pas opérationnelle, mais une finalité quand même stratégique ou politique à cette coordination, en adjoignant un peu la lutte contre le terrorisme comme un cas quand même concret. Ça peut poser problème de réduire ça au terrorisme, mais au moins ça donnait un contenu. Et là, on voit que avec l'actuel coordonnateur, qui est Laurent Nunez, qui était l'ancien secrétaire d'État à l'intérieur auprès de M. Castaner, là on voit qu'il s'exprime dans les médias, que lorsqu'il y a un attentat, il est présent et il donne en quelque sorte un discours qui peut-être est l'embryon d'un mécanisme de doctrine qui serait vraiment porté un peu comme si le coordinateur devenait non pas un membre du gouvernement, mais quelqu'un qui a un peu une fonction un peu ministérielle, mais au sein de l'Élysée, et qui deviendrait vraiment une sorte de représentant de la fonction renseignement au sein de l'État. Dans ce cas-là, ça ressemblerait beaucoup au DNI américain, puisque là-bas, ils ont même la formule Intelligence Czar, les tsars du renseignement, c'est-à-dire ceux qui, en quelque sorte, incarnent la fonction politique, comme le vice-président ou le secrétaire d'État aux États-Unis. Donc c'est une histoire intéressante, on est au beau milieu de cette histoire, donc elle est simplement intéressante à observer dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup. Alors, nous revenons presque sans transition à Bertrand Warusfel. On a eu hier, c'est pas tard, c'est à cette heure-ci hier, on a appris que le FBI engageait des poursuites contre des personnes particulières, enfin des individus russes, pour un certain nombre d'attaques extrêmement nombreuses, mais aussi dans la fameuse affaire, qui sont concernés par la fameuse affaire des Macron Leaks, qui avait visé la campagne électorale du futur président Macron. Et que faut-il penser de ces ingérences étrangères qui sont dans le domaine informationnel, dans le domaine du piratage informatique, qui va tenter de dévoiler, de divulguer des informations secrètes qui n'ont pas été assez protégées? Quels sont les enjeux de ces ingérences? Comment lutter? Est-ce que la riposte du FBI aux États-Unis sera utile? Comment la France va-t-elle s'y associer? Voilà, c'est un vaste sujet. Tout à fait. Alors, effectivement, cette affaire est intéressante à plusieurs titres. D'abord, parce que ça montre que les menaces que, avec le droit français, on peut appeler les menaces de sécurité nationale, ne se réduisent pas du tout uniquement aux menaces terroristes. Le terrorisme, on le sait bien après l'horrible attentat de vendredi, est une menace réelle. Et bien évidemment, les services de renseignement sont fortement mobilisés, et c'est très logique dans ce domaine. Mais il est tout à fait essentiel que, malgré, j'allais dire, la demande sociale très forte de protéger les Français contre le terrorisme, l'État ne mette pas tous ses œufs dans le même panier et n'abandonne pas le traitement et l'anticipation d'autres menaces. Et ça, c'est très important. Olivier Chopin vient d'évoquer le fait que la coordination du renseignement, la coordination nationale du renseignement est devenue la coordination du renseignement et de lutte contre le terrorisme. Il y a là une pente politique que l'on comprend, mais qui pourrait être assez dangereuse à réduire le renseignement au terrorisme. Or, le renseignement
de sécurité nationale, c'est anticiper beaucoup de risques et de menaces, comme le dit le Code de la défense, et qui peuvent paraître parfois plus éloignés. Donc, ça peut être effectivement notamment la contre-ingérence, qui est l'ingérence, et donc la contre-ingérence, qui est la forme moderne de ce qu'on appelait l'espionnage et le contre-espionnage. On sait aujourd'hui, et on n'aurait jamais dû l'oublier d'ailleurs, qu'il y a tout autour de la planète des États extrêmement dynamiques qui ont des outils de pénétration, d'influence, de déstabilisation très forts et qui, bien évidemment, vont les utiliser et les utilisent à notre encontre. Et donc, là, s'intéresser à ce que font des puissances perturbatrices de l'ordre international, on les connaît tous, eh bien, est un objectif tout à fait essentiel. Et le fait que l'actuel président de la République ait vu une partie des informations de sa campagne, j'allais dire, perturbées et diffusées par une équipe dont on sait maintenant qu'elle appartient au GRU, qui est donc le service de renseignement militaire russe, ex-soviétique, et ben c'est clairement montré qu'il y a des menaces autres que le terrorisme qui sont tout à fait importantes. Une autre menace qui est effectivement également mise en lumière par cette affaire, ce sont les menaces qu'on appelle cyber. L'ensemble de la société française, comme toutes les sociétés développées, baigne complètement dans une infrastructure informationnelle extrêmement importante et dont la sécurité, dont l'insécurité peut être source d'énormément de menaces non seulement pour l'État, mais également pour la population. Et de ce point de vue-là, les menaces cyber décloisonnent la sécurité nationale et la sécurité du citoyen. Un certain nombre d'experts en sécurité nous disent que la prochaine crise de sécurité nationale ne sera pas la crise du Covid-19 ou du Covid-20, mais sera éventuellement une crise liée à des attaques informatiques extrêmement poussées. On sait qu'un certain nombre d'attaques ont déjà eu lieu dans le passé et que d'autres pourraient se produire. Donc tous ces sujets sont des sujets qui doivent être pris en compte par les moyens spéciaux de renseignement de l'État, y compris d'ailleurs, je l'indique, la question de la pandémie. Il y a d'ores et déjà des réflexions actuelles. Alors évidemment, les universitaires ou les experts qui réfléchissent sur ces questions semblent un petit peu cracher dans la soupe, mais est-ce que finalement l'appareil de renseignement français aurait dû être en mesure de détecter de manière plus anticipée ce qui était en train de se passer autour du début de la pandémie en Chine pour aider le gouvernement à prendre des premières mesures qu'il a sans doute pris avec un peu de retard et dans une certaine confusion, comme beaucoup d'entre nous s'en sont rendus compte. Donc, il y a de nombreux fronts. Il y a de nombreux fronts, et sur ces différents fronts, eh bien, l'appareil de renseignement, j'allais dire, doit répartir ses forces, y compris d'ailleurs, le cas échéant, en rentrant dans un dialogue un peu délicat avec le pouvoir politique, qui, bien évidemment, le pousse de manière assez permanente à travailler sur le court terme, puisque notamment l'antiterrorisme pousse à d'une part, surveiller tout le monde de façon à pouvoir détecter le moindre individu qui deviendrait dangereux, et deuxièmement, à réagir sur l'instant. Alors qu'une grande partie du travail de renseignement, c'est du renseignement de long terme, qui nécessite, j'allais dire, d'acquérir une culture très poussée d'un certain nombre de zones, d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de problématiques, qui d'ailleurs, du même coup, a une interface qui n'est pas nulle avec, j'allais dire, le travail scientifique, le travail des universitaires, le travail des experts. Donc, c'est aussi un peu cela qui est important dans cette dialectique renseignement et démocratie. On voit souvent, est-ce que le renseignement agirait contre la démocratie? Est-ce que la démocratie, j'allais dire, limiterait le renseignement? Je pense, pour ma part, alors bien sûr, c'est une vision, j'allais dire, à la fois optimiste, mais surtout volontariste, qu'il faut que la démocratie, j'allais dire, stimule le renseignement et le pousse dans, j'allais dire, dans les zones où il est utile pour la collectivité, et le bloque ou le détourne ou le dissuade, j'allais dire, de dérives ou d'abus qu'il pourrait commettre. Et donc, mettre de la démocratie
dans leur enseignement, mettre du droit dans leur enseignement, c'est justement casser l'entre-soi qu'évoquait Didier Bigot très justement tout à l'heure. Hein. Le risque principal de toutes ces structures secrètes, c'est de rester dans leur bocal, hein, de rester complètement coupé de la société civile, coupé du monde extérieur, et à ce moment-là, j'allais dire, d'une part, de subir une espèce d'entropie qui peut être très dangereux, et éventuellement d'abuser des moyens particuliers qu'on leur donne. Au contraire, donner des moyens juridiques, créer un débat sur les objectifs du renseignement, eh bien, c'est aérer ces lieux, hein, c'est les mettre en communication et en synergie par-delà les exigences du secret. Et je voudrais évoquer en une seconde un sujet qui actuellement est également extrêmement sensible et qui, nous, universitaires, nous intéresse au premier chef, c'est la problématique, par exemple, de l'accès aux archives. Hein, il y a actuellement une mobilisation assez forte de nos collègues historiens, hein, assistés par quelques juristes dont je fais partie, hein, pour essayer que la conciliation entre les impératifs du secret de la défense nationale, que nous comprenons tous, et la liberté d'accès aux archives, qui est une liberté absolument fondamentale dans une démocratie, soit mieux assurée, parce que faire des travaux sur l'histoire du renseignement, faire des travaux sur la politique du renseignement, etc., c'est élever la culture de la société, c'est élever la culture des citoyens, hein, et c'est également, et là aussi Didier évoquait la question de la formation, permettre de former des interlocuteurs crédibles, hein, et compétents pour négocier, pour discuter, pour échanger avec ce monde secret très particulier qui est le monde du renseignement et le monde de la sécurité nationale. Merci beaucoup. Je vais me tourner à nouveau vers Didier Bigot, dont ce sera, merci pour votre intervention, Bertrand Warusfeld, c'est la conclusion de votre intervention de cette soirée, et je passe maintenant la parole à Didier Bigot en lui posant une question un peu adjacente qui concerne cette accumulation de lois et de couches sécuritaires successives qui sont mises les unes après les autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire une pause et utiliser les lois qui existent pour rendre les choses un peu plus simples? J'ai entendu dans l'affaire épouvantable de ce professeur assassiné que son assassin avait été signalé sur la plateforme Pharos, donc il faudra peut-être rappeler ce qu'elle est, et que ça n'a pas été suivi des faits. Pourquoi ajouter une couche quand déjà celles dont les services de sécurité disposent ne sont pas mises en œuvre? Je crois que c'est la logique politique vise, et on l'a bien vu, je crois l'exemple de l'Angleterre en Irlande du Nord est toujours un exemple à se rappeler parce que c'était avant, dans une période où justement on a mis en place toute une série de procédures en Angleterre qu'on a continué très profondément, qui était de structurer un espace dans lequel on nous a toujours dit que c'était du temporaire, et ce temporaire s'est pérennisé. Et il s'est pérennisé, pourquoi? Alors, on a des déclarations, puisque c'est plus vieux, les hommes politiques de l'époque ont écrit leur mémoire. Et ils expliquent très bien, par exemple, que si on leur avait dit que ça allait durer des années, ils n'auraient jamais accepté. Mais eux-mêmes savaient en même temps qu'on ne peut pas dire, face à une opinion publique qui est aussi choquée, nous avons déjà les éléments, mais nous n'avons pas réussi à les mettre en place. Nous avons échoué. Donc, on préfère dire, on va en rajouter de nouveau, même si eux-mêmes ne sont pas dupes. Je crois que ça, c'est tout à fait important. Il y a une politique symbolique qui est donnée
dans la lutte antiterroriste dont les acteurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient les membres des services, ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ça ne va pas leur servir à grand-chose, mais ils les demandent quand même un peu plus de budget, un peu plus de personnel, des développements d'ailleurs en contradiction les uns avec les autres, puisque chacun, est-ce que c'est plus de matériel pour tel service ou est-ce que c'est plus de personnel pour un autre? Donc tout ça ne se fait pas dans une, comme l'organigramme le voudrait, dans une grande organisation symbiotique. Au contraire, c'est un espace de lutte très violent et dans lequel, justement, il y a des ratés. Il y a des ratés parce que ce qui a changé, et il y a un livre tout à fait intéressant qui vient de sortir par François Thuillier, qui a été justement pendant très longtemps dans le renseignement et qui montre comment ce qu'il appelle un modèle assez latin, qui était un modèle aussi très républicain, visait à organiser les services sans toujours les obliger à fusionner. Pourquoi? Pour être sûr qu'un service ou une coordination de services ne soit pas elle-même prise dans un effet tunnel et ne voit pas le monde uniquement par sa propre voie, et que la compétition, par moment, n'était pas forcément une mauvaise chose. Maintenant, après 2001, on a eu une vision, au contraire, en disant, si on ne communique pas, alors il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des trous entre les deux, et donc il faut faire fusionner les données. Si on se rappelle, la commission Church américaine avait dit c'est pas une très bonne idée, avec les questions de droit civique, de faire travailler en commun le FBI, la CIA et la NSA. Et ils avaient dit il faut qu'il y ait des objectifs très particuliers à chaque service et qu'ils ne communiquent pas trop. Alors, quelle est la bonne solution? Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'on est parti bien trop loin dans cette idée d'en rajouter toujours plus et de faire aussi fusionner au sens de communiquer, comme si communiquer, c'était harmoniser. Et là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez l'enjeu pratique. On a de plus en plus de données. Mais on n'a pas toujours le personnel qui correspond. Plus on met des gens suspects sur lesquels on a très peu de preuves dans un fichier, plus on disperse forcément le nombre de gens qui doivent les regarder. Alors, qu'est-ce qui arrive très fréquemment? C'est qu'on nous dit la personne était fichée, mais elle était fichée. Voilà. Elle n'était pas suivie. Et alors, quelle est la réaction de l'opinion? C'est dire, mais c'est quand même incroyable, ils le connaissaient, ils n'ont rien fait. Et c'est pas parce qu'on met quelqu'un dans un fichier qu'on le connaît, qu'on le suit dans ses actions. Et l'idée qu'il y aurait des profils types qu'on pourrait repérer à l'avance, ça, c'est de l'ordre de l'idéologie. Pur et simple. Nous n'avons pas de critères pour un profil terroriste. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler au moment où on est en train de nous dire, les psychologues d'un côté, que oui, ils vont y arriver grâce au behaviorisme, et bien les technologues qui nous disent on va créer des machines artificielles qui vont lire dans les pensées. Non, on n'y arrive pas. Et donc, il faudrait plutôt mettre en place des systèmes dans lesquels on est un peu plus sérieux sur le suivi de certains groupes particuliers et on ne va pas chercher des centaines de suspects, on réduit le nombre de personnes et on fait beaucoup plus confiance à la justice et à l'appareil judiciaire, aux juges d'instruction, à la justice du quotidien. Parce que ce qui se passe, c'est que, vous voyez, on a parlé renseignement aujourd'hui, et le mot justice, c'est comme si c'était devenu un autre univers, comme s'il n'y avait plus de lien, ou alors ça apparaît comme si le renseignement a le droit de rentrer dans la justice, mais la justice n'a pas le droit de rentrer dans le renseignement. Et ça, je crois que c'est véritablement quelque chose où la démocratie a à voir avec ça. Autoriser des juges à être bien plus
des juges judiciaires, pas des juges administratifs, comme le Conseil d'État, bien plus présents et bien plus significatifs dans le débat dont nous avons parlé. Merci beaucoup Didier Bigot. Nous arrivons à la dernière intervention qui sera celle d'Olivier Chopin, qui sera malheureusement un peu courte parce que nous arrivons au terme du temps prévu. Mais heureusement, c'est une question extrêmement simple à laquelle il va pouvoir répondre en quelques secondes. Que faut-il penser des relations et de ce qu'elles nous apprennent sur le monde du renseignement américain? Que faut-il penser des relations entre le président Trump et les services? Merci pour cette question facile et effectivement qui suppose une réponse brève, mais je vais vraiment essayer d'être bref parce que au fond, on le sait un petit peu tous. Voilà, il y a une singularité là pour l'instant de l'expérience américaine depuis l'élection du président Trump, qui pour l'instant ne ressemble à aucune autre expérience politique et dont il faut essayer de comprendre le sens. Vous vous souvenez, le président Trump est élu avec très très vite des soupçons assez scandaleux de l'immixtion d'un service étranger qui serait le même que celui dont on a parlé tout à l'heure, le GRU et le SVR, l'héritier du KGB, qui, au travers d'actions soit de pénétration de réseaux informatiques, soit d'influence sur les réseaux sociaux, seraient parvenus à influencer l'élection précédente et en quelque sorte en jouant sur quelques lieux et quelques variables particuliers, favoriser l'élection de Trump. Un mécanisme identique aurait peut-être joué dans le vote sur le Brexit au Royaume-Uni et les Macron Leaks qui sont révélés hier, dont le département de la justice met en cause et identifie 6 agents prouvant l'existence de l'opération. Une opération assez similaire aurait été tentée sur l'élection française et partiellement entravée, notamment sans doute au travers d'une coopération entre quelques services, cette fois-ci un peu prévenus de la chose, mais c'est pas documenté. Donc Trump est élu avec, un peu comme George Walker Bush en 2000, un soupçon de mauvaise élection. Son directeur de la CIA, John Brennan, qui était nommé par son prédécesseur, lui devient immédiatement suspect, puisque ça va se transformer en jeu politique de savoir si Obama n'a pas construit cette affaire de telle manière de mettre sous surveillance le candidat Trump, au travers de quelques, certes, connexions, contacts, mais qui n'auraient pas été ni mal intentionnés, ni n'auraient eu les effets imaginés. Donc il y a eu la commission de Robert Mueller, cette investigation particulière qui devait savoir si c'était motif à impeachment. Ça a été motif à impeachment, la Chambre des représentants a voté l'impeachment, mais le Sénat a refusé de se constituer en chambre judiciaire et a décidé de ne pas instruire et de ne pas juger la chose. Donc ça, c'est une histoire compliquée parce que pour la première fois, au moment de l'élection d'un président des États-Unis, il y a quelque chose comme un régime de défiance entre sa structure de renseignement et lui-même. Loin d'être parvenu à pacifier les choses, on a vu 2 choses se produire. Une très forte politisation du renseignement au travers des directeurs de la CIA. Alors, il y a eu une grande stabilité des directeurs de la CIA, puisqu'il n'y en a eu que 2. Il y a eu un intermédiaire, mais il y a eu Mike Pompeo, qui est l'actuel secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Et puis ensuite, Gina Haspel, qui est une femme et qui est une des grandes techniciennes de la CIA. C'est une de celles qui avait validé et mis en œuvre le programme d'arrestation secrète et d'interrogation renforcée dont a parlé Didier Bigot tout à l'heure, autour de la traque de Ben Laden, mais aussi de tous les réseaux de Al-Qaïda. Donc là, il y a une très forte stabilité. Au niveau des directeurs nationaux du renseignement, les DNI, par contre, très très forte instabilité. C'est-à-dire celui qui incarne la fonction politique d'animer. Là, on en a eu 5 en 4 ans. On va pas tous les citer, mais ils ont mis du temps à nommer le premier, qui était Dan Coats. Il y a eu un intérimaire. Et là, l'actuel DNI, John Ratcliffe, est totalement politisé au point qu'il instrumentalise les rapports de renseignement au profit de Trump dans l'actuelle élection, ce qui quand même fait un certain scandale au sein de la communauté américaine. Enfin, du moins, il s'en prévaut à titre personnel en s'appuyant sur son autorité de directeur national du renseignement. Alors ça, c'est l'autre chose, c'est qu'en fait, c'est pas un débat qui est intégralement autour de Trump. Trump lui-même a réagi au début en disant « je ne peux pas faire confiance à la communauté du renseignement puisque d'anciens de la CIA ou des membres de la CIA
se sont politisés contre moi lors de la première campagne. Et ils ont pris position contre moi. Et avant, ils ne le faisaient pas. Et on a eu des gens dans la CIA, dans la NSA, qui étaient encore en poste au moment de l'élection de Trump, enfin quand Trump a pris sa présidence en janvier, qui ont dit on doit arrêter de nous-mêmes politiser notre action, soit au travers des anciens, soit au travers des actuels membres de la communauté du renseignement. C'est le président des États-Unis, on doit le servir. On a le choix entre le servir ou partir. Mais on peut pas le critiquer en tant que tel. C'est pas possible. Donc il y a eu en fait ce débat où Trump a pu s'appuyer sur une fraction de l'appareil, entre guillemets un peu contre l'autre, et en fait la communauté humaine du renseignement américain s'est un peu divisée sur cette question. Est-ce qu'on doit être neutre politiquement, ou est-ce qu'on doit en quelque sorte s'engager, surtout si on constate des excès un peu du genre de ce que Snowden avait envisagé au départ. S'il y a vraiment eu une immixtion russe dans l'élection d'un président, c'est énorme comme affaire, si vous voulez. Si c'est vrai, c'est énorme, on ne peut pas laisser faire. Donc là, il y a une sorte de division interne du débat américain qui reprend de l'ampleur cette fois-ci. Pour ceux qui lisent anglais et qui veulent entrer dans cette question, le premier numéro de cette année de la revue Intelligence and National Security, qui est la grande revue européenne de renseignement, qui est éditée par les Britanniques, donc INS, le premier numéro était consacré à cette question: est-ce que les agents de renseignement ont le droit de faire de la politique, au fond, hein? Et ça renvoie à une question très très large, qui est celle de la neutralité du renseignement. Est-ce que le renseignement est un dispositif qui doit rester neutre, technique, et qui met des options, qui met des informations sous l'œil des politiques pour qu'ils puissent choisir des scénarios, des options en fonction de leurs préférences, de leurs opinions, de leurs valeurs? Ou est-ce que le renseignement doit coller à la vision stratégique des chefs ou à la vision stratégique des opposants aux chefs pour pouvoir, en quelque sorte, ne jamais se confondre avec les décisions politiques, mais être utile? Le risque, sinon, c'est ce qui s'est passé avec Trump. C'est que, dans un premier temps, Trump a dit « je ne lis pas le renseignement, je ne m'y intéresse pas », donc c'était une sorte de désamour ou de distanciation. Et dans un deuxième temps, il a dit « je vais produire mon propre renseignement, je connais mieux moi-même, par moi-même, Kim Jong-un, que tout ce que me dit la CIA, ça sert à rien, moi je l'ai rencontré, je sais ce qu'il a dans le cœur et je vais agir tout seul », voire des situations quasiment agonistiques aujourd'hui de guerre déclarée entre certains morceaux de la communauté du renseignement et d'autres, ou entre certains morceaux de la communauté et le président des États-Unis. Or, c'est pas possible de rester comme ça longtemps, parce que là, il joue sur des craquages et des adaptations. Les processus juridiques sont toujours en lien, mais si ça continuait 10 ans ou encore 2 mandats, cette déconnexion, il y aurait quand même quelque chose comme un affaiblissement très très fort du renseignement américain, parce que tout a été conçu et dessiné pour servir le chef, pour servir le décideur, sous l'autorité du Congrès qui est l'autre chef. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que le renseignement américain ne sert pas que le président des États-Unis, il sert aussi le Congrès qui a aussi un droit de regard, des jurés, dans ces questions-là. Donc c'est une affaire très importante, à mon avis, historiquement, parce que s'il y a de nouveau des immixtions, etc., ça peut perturber des élections. Mais surtout, la question, c'est cette connexion, déconnexion, enfin cette connexion nouvelle sur un mode très conflictuel entre Trump et son renseignement. Est-ce une anomalie ou est-ce le symptôme de quelque chose qui va changer et peut-être par effet de diffusion changer dans beaucoup de pays qui sont soit liés aux intérêts américains, soit qui ont des configurations assez similaires. Donc voilà, entre l'anomalie et le symptôme, le signe avant-coureur ou le cas historique un peu aberrant sur lequel on écrira bien de nombreux bouquins dans les décennies qui viennent, c'est encore un peu tôt pour le savoir, mais c'est en tout cas à nouveau très intéressant à observer dans les jours et les semaines qui viennent, puisque ça va être de nouveau sur l'agenda de l'élection qui vient. Merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants. Merci d'avoir participé à ce débat public et à la nécessaire ouverture autour des activités des services. Nos 168 participants qui sont restés là du début à la fin, nous les remercions tous collectivement, et nous avons aussi un remerciement particulier pour Sabine Hugues qui a organisé cette soirée et que nous remercions de nous avoir réunis et de nous avoir permis que un public large puisse aborder ces questions, les approfondir. Merci à tous et très bonne soirée.